Pierre de Saint-Roman est le fils d'un militaire, ce qui explique qu'il soit né hors de ces terres toulousaines. Mais la famille de Saint-Roman est là depuis le XIVe siècle. Donc c'est une vieille famille toulousaine et qui passait ici ses vacances d'été au sein du château de Fourcevaux, qui est en bas dans le village, qui est un château moyenâgeux, et qui partageait ses hivers dans l'hôtel familial qui était place Saint-Étienne. Voilà le lien avec Toulouse et plus généralement avec la région. Le 5 mai 1927, Pierre de Saint-Roman tente une traversée sans escale de la France au Brésil par avion avec deux compagnons, Hervé Mounérès et Louis Petit. Malgré un bimoteur Goliath modifié, l'équipage disparaît en mer près des côtes brésiliennes. Des débris et un radeau suggèrent cependant qu'ils auraient pu atteindre la terre avant de périr. Pierre de Saint-Roman, quand il est parti, n'avait que 250 heures de vol à son actif, c'est-à-dire très peu. Le pilote confirmé, en réalité, c'était Hervé Mounérès, qui était marin, pilote d'hydravion. Et donc lui, il avait une véritable compétence en matière de pilotage. Très reconnu, avec un passé glorieux lui aussi. Il avait la particularité, c'est très intéressant aussi, d'avoir préparé, et on a tout le dossier, la tentative de traverser l'Atlantique Nord sans escale. Il faisait partie bien avant Charles Lindbergh. Et on a la chance d'avoir récupéré toutes les archives de ce vol. Donc on peut reproduire aussi tout le travail qui a été fait d'un point de vue météorologique en particulier. On peut le reproduire puisque c'est le même personnage sur le trajet qu'a effectué Pierre de Saint-Roman. L'avionneur Farman va voir dans le projet de Pierre de Saint-Roman une opportunité économique et touristique. Mais la traversée de l'équipage va également être soutenue par le comité Paris-Amérique latine, dont deux personnages vont jouer un rôle essentiel. Edgar da Silva Ramos, qui va financer la traversée, et Luis Martin de Souza Dantas, qui est l'ex-ambassadeur du Brésil en France, qui est quelqu'un de très connu au Brésil parce qu'il a eu un rôle en particulier dans les relations franco-brésiliennes des débuts de l'aviation, et un parcours tout à fait admirable. Et puis parce qu'il a eu le plus long mandat d'ambassadeur du Brésil en France pendant 22 ans, et en particulier sous le régime de Vichy, ce qui lui a valu, au titre de ses actions qui sortent de l'ordinaire à tout point de vue, de sauver à peu près 1 millier de juifs de la déportation en organisant leur évasion ou des passerelles vers divers pays. De ce fait, il a été nommé juste parmi les nations. Edgar da Silva Ramos, grand diplomate brésilien, parfaitement francophile, habitant dans le 16e parisien, arrondissement parisien, était le financier et le mécène de ce vol. Donc c'est lui qui a assuré effectivement tous les aspects organisationnels, enfin tout ce qui a eu des répercussions et des incidences financières, il les a assumés complètement. C'est lui qui, de ce fait, qui a baptisé l'avion au moment de son départ. Et c'est un personnage assez extraordinaire qui n'est pas connu. C'est tout à fait étonnant. On est pourtant sur l'histoire contemporaine de l'aviation. On a d'ailleurs remonté sa filiation. Il a un fils qui vit toujours, c'est absolument extraordinaire, qui a 98 ans, qui vit sur la côte basque, qui a toute sa tête. Je l'ai contacté, qui ne veut pas parler parce qu'il a un grand âge. Peut-être qu'il a peur que émotionnellement ça le bouscule, je n'en sais rien. Qui a lui-même un parcours tout à fait extraordinaire parce que ça a été le premier pilote de Formule 1 brésilien. Il a couru notamment avec Juan Manuel Fangio. Il est toujours de ce monde. Voilà. Et je suis en contact avec son petit-fils qui vit à Sao Paulo, qui parle un français comme vous et moi, et qui ne connaît rien de l'histoire de son grand-père. Le 17 avril 1927, l'équipage est à Casablanca, au Maroc, pour des essais. Lors d'un décollage en pleine mer, une vague endommage un flotteur, un réservoir d'essence et une hélice. Pour poursuivre la traversée, Pierre de Saint-Roman et ses compagnons abandonnent alors les flotteurs et décident d'équiper l'avion de roues. Une décision qui aura une importance primordiale dans la suite des événements. Il retire les flotteurs, pourquoi ? Parce que compte tenu de la nature des dommages qui étaient importants, ça nécessitait de mettre l'avion en cale sèche et de l'immobiliser pendant 3-4 semaines. Je rappelle le contexte dans lequel on est. On est dans ce fameux mois de mai 1927, où vous avez eu une multitude de traversées, de tentatives de traversées. Et je rappelle que 3 jours après, c'était le vol de Ningincer et Colly. 15 jours après, c'était le départ de Charles Lindbergh. Mais vous avez eu Chamberlain, vous avez eu tout un tas d'équipages qui partaient. Ils se connaissaient.
et il y avait cette volonté d'être les premiers. Donc quand Pierre de Saint-Roman et son équipage ont cet incident, ils décident collégialement d'enlever les flotteurs, de ce fait d'alléger l'avion, évidemment de le rendre d'hydravion à avion terrestre. Ce qui a une incidence importante puisque la direction de l'aéronautique de l'époque, qui dépendait du ministère du Commerce, le ministre de l'époque était un certain Bokanowski, monsieur Bokanowski, qui était très connu. Et pour des raisons liées notamment des aspects sécuritaires en particulier, parce qu'il savait que 95% des équipages ne revenaient pas, il y avait une homologation qui était donnée par la direction de l'aéronautique et qui a imposé le port de flotteurs. Dès lors que les avions partaient sans flotteurs, l'homologation n'était pas donnée. Alors, je vais quand même préciser les choses, là aussi, pour les historiens, parce que certains disent, oui, mais il est parti en étant interdit de vol. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que le financeur, c'était une structure privée, c'était la Maison d'Amérique latine, qui était l'émanation de tous les pays. Donc, quand la direction de l'aéronautique a retiré son homologation, évidemment, il n'y avait plus de police d'assurance vie. Mais la Maison d'Amérique latine a dit, moi je suis le financeur, les conditions météo sont bonnes, donc on maintient ce vol. L'avion décolle le 5 mai 1927 à 7h15 de Saint-Louis du Sénégal. De l'autre côté de l'océan, de nombreux Brésiliens attendent jusqu'au petit matin l'arrivée du Goliath Farman F-61. En vain. Dès le lendemain, le 6 mai, les recherches sont lancées. Le 18 juin, soit 44 jours après la disparition de l'avion, des pêcheurs de l'État de Bahia récupèrent l'épave d'un avion transformé en radeau flottant. Donc effectivement, des pêcheurs brésiliens, 44 jours après, retrouvent sur les côtes brésiliennes, à hauteur de Belém, les restes d'un radeau qui est constitué d'une aile, c'est 11 mètres de portance, une aile du Goliath Farman, ou un aileron, ils ont peut-être pu se tromper, un aileron c'est entre 5-6 mètres de portance. Et avec, vous aviez les deux roues du Goliath Farman, attachées par des sandaux, et une plaque qui correspond à une trappe de réservoir, une plaque métallique, dont les ingénieurs qui ont étudié et fait un rapport d'expertise ne comprennent pas trop le pourquoi de la présence. Voilà ce qui a été retrouvé, ramené en terres intérieures, les pêcheurs ne sachant pas écrire, le témoignage a été recueilli par écrit par le consul honoraire de l'époque, qui s'appelait Émile de Waal, et qui a retranscrit par écrit ce que lui ont dit les pêcheurs devant témoins. Et ce sont ces originaux que l'on a. Par la suite, à la fin de l'année 27, vous avez deux ingénieurs, dont un qui vient spécialement de France, diligenté par la direction de l'aéronautique, en complément de celui des établissements Farman qui est sur place au Brésil, qui viennent analyser les pièces du radeau et en conclure. C'est ce qu'on appelle un rapport d'expertise. Et ce qu'ils indiquent, c'est que compte tenu de l'importance des pièces, compte tenu de la nécessité d'assembler, compte tenu du fait que c'était un avion terrestre, sans flotteur, qu'il leur paraît peu vraisemblable que ces pièces aient été assemblées sur l'eau, mais qu'il leur semble logique que ça l'ait été sur Terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là aussi, si on est d'une honnêteté intellectuelle, vous avez trois hypothèses qui doivent être étudiées et que l'on s'engage à étudier dans le cadre du comité scientifique. La première d'entre elles, c'est le fait qu'ils aient atterri sur une île. C'est possible. Vous aviez des îles, effectivement. Je pense notamment à Fernando de Noronha, qui était un poste d'observation. On a des témoins, on sait qu'ils n'ont pas atterri là. Et puis vous avez, dans la foulée de leur disparition, la marine marchande et la marine militaire brésilienne qui a fait des circuits. On a tout ça, tout est répertorié. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui doit être envisagé. Deuxième hypothèse, ils ont pu amérir, c'est-à-dire se poser dans l'eau, bien que n'étant pas porteurs de flotteurs. Alors, c'est important ça, pourquoi ? Parce qu'un avion qui est délesté de son essence, on était forcément à l'approche des côtes brésiliennes, à minima, et donc c'est un avion qui est allégé. Et compte tenu du fait que les flotteurs, les réservoirs étaient vides, ça pouvait potentiellement assurer une flottabilité sur un temps déterminé. Donc cette hypothèse-là va être étudiée, bien entendu,
et on va y rentrer tout à l'heure dans le détail. Et troisième hypothèse, c'est l'hypothèse qui est retenue par la plupart des historiens qui connaissent cette histoire, et qui consiste à dire qu'ils ont atterri sur une plage des côtes nord brésiliennes. Ces mêmes plages sont bordées de falaises hautes, qu'on appelle les bardeiras au Brésil, qui sont très connues et qui empêchent l'accessibilité aux terres intérieures. Voilà. Donc là, dans les hypothèses, ces hypothèses-là vont être travaillées, évidemment, au travers des experts constituant le comité scientifique. D'abord, il y a un premier volet que l'on souhaite travailler, c'est l'étude, à l'aune des technologies actuelles, évidemment, des pièces du radeau qui constituent, évidemment, qui ont été retrouvées. Et dans ces pièces, vous avez notamment 2 roues, et donc on va mener des études, effectivement, pour détecter l'éventuelle, je dis bien, présence de résidus organiques. Parce qu'on est capable maintenant, à partir d'un grain de sable notamment, ou d'une algue, de retrouver ou de localiser la plage ou les plages sur lesquelles ils auraient été susceptibles d'atterrir. Donc ça, c'est toute cette démarche-là, elle est engagée. De la même manière qu'on a cette fameuse plaque dont tout un tas d'articles brésiliens de l'époque, en 27, témoignent, en tout cas pour les témoins qui étaient là, témoignent du fait qu'il y avait une inscription, soi-disant, qui aurait été inscrite sur cette plaque. Après 44 jours de mer, évidemment, et la corrosion nécessaire, cette plaque était très peu lisible, c'est ce qui est indiqué dans ces divers articles de presse brésiliens de l'époque. Mais évidemment, quand on a ce type d'informations, on s'en est saisi. On en a informé naturellement le musée du Bourget, et qui regarde ça d'un regard très bienveillant dès lors que l'on porte une démarche scientifique qui va nous permettre, nous faciliter la tâche pour aller étudier auprès de laboratoires spécialisés, et en particulier au rayon, le fait qu'il y ait ou pas une inscription, donc qui va peut-être nous apporter un certain nombre de renseignements. Et puis bien entendu, après ça c'est le deuxième volet, c'est tout ce qu'on va chercher à modéliser, et le trajet de l'avion qui partait de Saint-Louis du Sénégal, et puis le trajet, bien entendu, du radeau. Alors ce travail de modélisation, c'est un travail qui est fastidieux, long, et qui sera d'autant plus précis qu'on va collecter de la donnée météo. La carte des vents, la carte des courants marins, les bulletins météo, la déclinaison magnétique, enfin tous ces éléments-là, on est en train de les collecter, et côté français, et côté brésilien. Voilà, donc on rentre dans cette phase très active où on va aller chercher cette donnée, et plus on aura de données, et plus la concordance va se faire, et la localisation potentielle de l'endroit où s'est posé l'avion, je dis posé parce que c'est très neutre, et que ça embarque les 3 hypothèses dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, va nous amener ou pas effectivement à déterminer l'endroit plausible où l'avion se serait posé.